Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Monsieur le maire de Logne, bonsoir et merci de nous accueillir. Alors oui, il est caché, je ne le vois pas. Monsieur le maire de Logne, Nicolas Delaunay, voilà. Merci de nous permettre de tenir cette cérémonie de vœux dans cette salle de Logne. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Logne et d'autres communes, j'en ai vu un certain nombre, des adjoints, etc., enfin, qui sont venus représenter leur mairie. Mesdames et messieurs les responsables d'associations, j'en ai vu aussi un certain nombre, des bénévoles aussi, j'en dirai un mot à la fin. Et puis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est la formule pour éviter d'oublier du monde. Bonsoir et meilleurs vœux pour 2025. Alors, pour cette année, je tiens à vous souhaiter évidemment le meilleur pour vous-même et pour vos proches. D'abord la santé, alors de la conserver ou de la retrouver parfois, de réussir à vivre dignement de votre travail ou d'en trouver un qui vous convient, de profiter de votre temps libre, de votre famille et qui sait de votre retraite. Tous ces petits et grands bonheurs de la vie qui ne sont possibles sans doute qu'avec un peu de volonté personnelle, avec un peu d'aide parfois, avec un peu de chance, mais aussi, il faut le dire parfois, avec certaines décisions politiques. Pourrons-nous être soignés correctement? Les salaires vont-ils augmenter pour suivre l'inflation? La situation de l'emploi va-t-elle s'améliorer? Est-ce qu'on va pouvoir envisager un départ en retraite avant d'être cassé ou fatigué? Nos enfants auront-ils suffisamment de professeurs? Nos anciens trouveront-ils une place en EHPAD? Voilà, j'arrête là la litanie, mais toutes ces questions relèvent en grande partie du budget de l'État et de la sécurité sociale. Mais j'en parle parce que c'est quand même un petit peu l'actualité, hein, c'est les vœux du député, donc c'est un petit peu l'occasion de faire le point quand même sur la situation. Alors un budget de l'État et un budget de la Sécu qui, comme vous le savez, n'ont pas pu être adoptés en fin d'année dernière, le gouvernement Barnier ayant été censuré, faute d'avoir réussi à trouver une majorité sur ces projets de loi. Et si l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu, vous avez remarqué que votre carte vitale fonctionne toujours, les services publics également, eh bien il faudra bien adopter des budgets quand même qui répondent aux besoins de chacune et chacun. Alors, avant de revenir sur ce qu'on appelle la CMP, la fameuse commission mixte paritaire qui a terminé ses travaux aujourd'hui. Donc la commission mixte paritaire, c'est cette instance qui rassemble 7 députés, 7 sénateurs, sur tous les projets de loi d'ailleurs. À chaque fois, il y a une première lecture à l'Assemblée nationale, au Sénat. En général, le texte n'est pas adopté tout à fait dans les mêmes termes dans les deux chambres, et donc il y a la réunion de ces 7 députés, ces 7 sénateurs, pour essayer de se mettre d'accord sur une version finale. Donc, avant d'en venir à cette CMP sur le budget de M. Bayrou, qui s'est terminé aujourd'hui, je voudrais quand même redire que les députés du Nouveau Front Populaire avaient réussi à faire voter 75 milliards de recettes supplémentaires dans la discussion budgétaire de cet automne à partir du budget proposé par le Premier ministre Barnier à l'époque. Et que c'est seulement parce que les députés du Socle commun et du Rassemblement national ont voté contre cette partie recette du projet de loi de finances qu'il n'y a toujours pas de projet de loi de finances adopté et que même on n'avait pas pu discuter de la partie dépenses. Parce que si vous n'adoptez pas les recettes, vous ne pouvez pas faire les dépenses. Et donc, c'est le budget initial qui a poursuivi son chemin au Sénat. Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc la deuxième partie, l'autre gros budget de l'État, enfin, qui n'est pas le budget de l'État, du coup, qui est un budget de la nation, qui est d'ailleurs supérieur au budget de l'État, on l'oublie souvent, mais en vérité, le budget de la Sécu est supérieur à celui des services publics. Sur cette Sécu, le gouvernement, à l'époque, avait fait traîner les débats pour empêcher l'Assemblée d'aller au bout de l'examen et envoyer aussi la copie qu'il arrangeait au Sénat. Résultat, la copie, quand elle est revenue dans l'hémicycle, eh bien, elle était mauvaise. Et M. Barnier avait dû imposer le 49.3. Il a été censuré. Bon, il devait nous assurer la stabilité. Résultat, ça aurait été le Premier ministre le plus court de l'histoire de la Ve République. Alors là, maintenant, on a comme Premier ministre M. Bayrou et qui nous présente son budget. M. Bayrou, qui, il faut quand même le souligner, est issu d'un parti qui est encore moins bien représenté à l'Assemblée nationale que celui dont était issu M. Barnier. Alors, il présente son budget. Je dis son budget, en vérité, c'est un budget qui est forcément pire puisque c'est la reprise de celui de M. Barnier.
Et la commission mixte paritaire qui a terminé ses travaux aujourd'hui a été, comme on le dit, conclusive, c'est-à-dire qu'il y a eu une courte majorité dans cette CMP pour se mettre d'accord sur une version finale. Il y avait 8 pour, 6 contre. Elle a été conclusive, et c'est donc c'est le résultat de son travail qui sera présenté lundi par le Premier ministre. Et comme prévu, eh bien, le budget Bayrou est pire que le budget Barnier. À la fin, on a une baisse des recettes de 6,2 milliards d'euros et des coupes dans les dépenses publiques qui augmentent de 6,4 milliards d'euros. Donc retenez en gros 6 milliards des deux côtés. Je prends quelques exemples. Les travaux ont fini cet après-midi, donc je n'ai pas tout le détail. Mais par exemple, vous avez le maintien de ce mécanisme qui a été inventé dans ce projet de loi pour définir les prix de l'électricité en France, qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2026 et qui va faire augmenter les factures. Vous avez 1 milliard de moins sur l'écologie par rapport au budget Barnier, bon, alors que l'année dernière déjà, on a atteint la fameuse limite du plus 1,5 degré de réchauffement climatique à l'échelle planétaire. L'échéance, normalement, c'était pour 2100, et au quart du siècle, en fait, on a déjà atteint. Vous avez la contribution sur les hauts revenus et les grandes entreprises qui devait durer pendant 2 ans, qui finalement a été ramenée à 1 an, et on sait que ces gens-là savent s'organiser pour se débrouiller pour finalement échapper à l'impôt pendant 1 an. Et puis même sur les 4000 postes dans l'éducation nationale qui devaient être supprimés, qui avaient été... Bayrou avait promis de ne pas les supprimer, le Sénat s'était débrouillé pour les resupprimer. En CMP, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont été rétablis, sauf que ça coûte 50 millions d'euros et que... on les a rétablis, mais on a pris 50 millions d'euros ailleurs, en particulier sur la formation des enseignants. Donc, au final, on n'a pas gagné grand-chose. M. Bayrou a été obligé de faire ce qui a été appelé des concessions remarquables, négociées notamment avec le Parti socialiste, pour éviter que le Parti socialiste vote la censure il y a 15 jours, à l'issue du discours de politique générale. Alors, comme l'a montré le président de la commission des finances, Éric Coquerel, c'était largement un écran de fumée, puisque sur les 23 concessions qui étaient indiquées, en vérité, la plupart étaient déjà acquises soit dans la discussion budgétaire de cet automne, soit rendues possibles précisément par la censure de M. Barnier. Je pense par exemple à la revalorisation des pensions de retraite. En fait, dans le budget Barnier, c'était prévu une revalorisation inférieure à l'inflation, et c'est par la censure et la non-application du budget Barnier que les retraites ont pu être rehaussées au 1er janvier à hauteur de l'inflation. Donc on avait à l'époque un écran de fumée, et finalement, dans la CMP, il est même parti en fumée. C'est ça le bilan des 2 jours de travail, là, dans ce fameux conclave de plus. Alors je parle de conclave parce qu'on a un autre écran de fumée, vous l'avez compris, c'est sur la renégociation de la retraite à 64 ans, puisque à l'heure actuelle, on n'a ni abrogation ni suspension. Et donc la tenue de ce conclave, finalement, va permettre à la loi de continuer de s'appliquer. Donc il y a davantage de gens qui vont être concernés par l'application de la loi et qui vont devoir travailler plus longtemps, le temps que ce conclave aboutisse. Est-ce qu'il aboutira ? Et à quoi est-ce qu'il aboutira ? On a compris qu'on avait une sorte de droit de veto du MEDEF finalement, puisque donc, parmi les partenaires syndicaux, évidemment, ceux qui sont du côté du patronat ne sont pas pour revenir sur l'âge de départ à 64 ans. Un conclave qui s'inscrit dans un cadre budgétaire qui est mensonger, puisque M. Bayrou a dit qu'il fallait trouver 55 milliards d'euros. Si on écoute le Conseil d'orientation des retraites, qui n'a pas été nommé ni par moi, ni par aucun de mes collègues insoumis. Le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites, il a été nommé il y a quelques mois par M. Macron. Si on écoute ce Conseil d'orientation des retraites, c'est 6 milliards qu'il faudrait trouver et non pas 5. Et puis ce conclave, il ouvre la voie finalement à rediscuter de tout, y compris de remettre sur la table la retraite à points, qui pourtant avait été abandonnée en 2020, et pourquoi pas même, certains le voudraient, la retraite par capitalisation. Une chose est sûre, c'est qu'à l'issue de ce conclave, il n'y aura pas de vote à l'Assemblée nationale sur les 64 ans. Il n'y en aura toujours pas, puisqu'il n'y en a pas eu. On se souvient que c'était aussi 49.3 il y a 2 ans maintenant. Alors, c'est vrai que finalement, on a de recul, je vous ai décrit ce budget avec de nouvelles coupes dans les dépenses et aussi dans les recettes, pas de recettes supplémentaires. Il faut dire que Bernard Arnault, PDG d'un grand groupe de luxe, LVMH, et de retour de l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a piqué sa colère en disant qu'évidemment, si on augmentait encore les impôts sur les entreprises, on allait délocaliser.
Bon, monsieur Bernard Arnault, c'est quand même une fortune personnelle de 200 milliards d'euros, c'est un tiers du budget de l'État. Hein. Bon, donc ça va. Visiblement, la fiscalité confiscatoire de la France, pour l'instant, ne l'a pas empêché de s'enrichir, et notamment depuis que c'est monsieur Macron qui dirige le pays. Si on regarde le patrimoine cumulé pour les 500 plus gros propriétaires d'entreprises et leurs familles, il a été multiplié par 9 en 20 ans. Il atteint aujourd'hui 1200 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est exactement le montant de la dette du pays qui a augmenté depuis 2017. Ça, c'est pour avoir quelques ordres de grandeur. Quant aux actionnaires des entreprises du CAC 40, elles ont touché encore l'année dernière à peu près 100 milliards d'euros. Ils se sont distribués cette somme. Donc, en fait, de l'argent, il y en a, et les 75 milliards qu'on avait trouvés, les députés du Nouveau Front Populaire, en novembre dernier, ils sont là, et ils permettraient de financer les services publics et la solidarité nationale. Donc à cette étape, nous continuons de dire qu'il vaut mieux rester sur l'existant, c'est-à-dire la loi spéciale qui a été votée en décembre et qui permet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aux services publics de fonctionner, plutôt que d'avoir un mauvais budget, parce que oui, il faudrait un budget, mais en fait, s'il est mauvais, nous, on ne va pas voter pour un mauvais budget. Je m'arrête une petite seconde sur, d'ailleurs, quelques mensonges qui circulent par rapport aux impacts de la censure. On a une ministre des Comptes publics qui dit que la censure aurait coûté 12 milliards et que l'absence de budget à cette étape coûterait 100 millions d'euros par jour. Bon, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, lui a écrit pour lui demander le détail des calculs. On attend toujours la réponse. Donc, c'est des chiffres qui sont sortis du chapeau. On ne sait pas d'où ils viennent. Un petit mot aussi par rapport à cette censure et par rapport à ce qu'on pourrait en penser localement. J'ai assisté à des vœux de maire où il m'a été reproché à mots couverts d'avoir voté la censure. À des vœux de maire, je précise, de la circonscription, d'ici, du territoire, de l'agglomération. Alors, un petit mot pour dire qu'au mois de novembre, moi, j'avais rien demandé, mais il se trouve que la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a cru bon de m'écrire à l'Assemblée nationale pour me faire part d'une délibération qui avait été prise à l'unanimité par le conseil d'agglomération, disant que le budget Barnier était mauvais, puisqu'il prévoyait quand même à l'époque 5 milliards d'euros de coupe de dépenses des collectivités locales. Ça, c'était à l'échelle nationale, et ça se traduisait localement pour l'agglo par 7,7 millions en moins. Donc on m'a adressé ce courrier pour me dire le budget Barnier n'est pas bon, il faut qu'il revoie la copie. Il se trouve que nous, on a fait ce qu'on pouvait en hémicycle pour revoir la copie. À la fin, la copie, elle n'est pas bonne. 49.3, il y a un moyen constitutionnel, institutionnel, qui s'appelle la motion de censure quand le 49.3 est engagé. Et c'est ce que j'ai fait et, avec mes collègues. Et donc je pense avoir fait plutôt preuve de cohérence qu'autre chose. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation malgré tout un petit peu délicate, hein. Je ne me réjouis pas de tout ce que je vous raconte ce soir, mais peut-être qu'on n'en serait pas là si le président de la République, finalement à l'issue des élections législatives de l'an dernier, qu'il avait lui-même convoqué, avait nommé la candidate de la force politique arrivée en tête, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, et des élections dans lesquelles, je sais, vous vous êtes largement mobilisés. Alors voilà, c'est d'abord pour ces deux raisons que mon groupe, enfin moi-même et le groupe auquel j'appartiens, ça me paraît normal de vous en parler ce soir, hein, puisque c'est pour la semaine prochaine. C'est pour ces deux raisons que mon groupe votera à nouveau, sans doute, la censure la semaine prochaine, à l'issue d'une utilisation assez probable du 49.3 par M. Bayrou lundi. Donc d'abord parce que ce budget n'est pas bon, il est pire que le précédent, il ne règle d'après nous aucun problème des Français, et parce que nous continuons de refuser le coup de force du président de la République, qui refuse le résultat des élections qu'il avait lui-même convoquées. C'est quand même un problème démocratique. Mais il y a aussi une troisième raison pour laquelle je crois qu'il est important de mettre un coup d'arrêt à M. Bayrou et au macronisme plus généralement. Je vais m'attarder un tout petit peu dessus parce que c'est l'actualité de la semaine, on a parlé de polémique, mais pour moi on est un peu au-delà de la polémique. Ce qui m'inquiète, c'est la dérive vers l'extrême droite des gens qui nous gouvernent, et notamment sur les questions migratoires. Pour moi, les déclarations de M. Bayrou sur le sentiment de submersion, elles ne sont pas acceptables de la part d'un Premier ministre, et de ceux, par ailleurs, qui s'autoproclament les seuls représentants de l'arc républicain.
et qui pourtant bafoue le vote des millions de Françaises et de Français qui ont choisi de faire barrage républicain en juillet dernier. Le rôle d'un Premier ministre, ce n'est pas d'entretenir un sentiment qui, par ailleurs, est largement construit par des médias bollorisés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a un sondage qui posait cette question. Je vais vous la lire. Selon vous, sans tenir compte de votre opinion personnelle sur le sujet, c'est intéressant pour un sondage, trouvez-vous qu'il y a aujourd'hui dans la population française un sentiment de submersion migratoire? Donc en fait, on demande aux gens pas ce qu'ils en pensent eux, pas s'ils ont un sentiment, sur quoi ils l'appuient éventuellement, est-ce qu'il y a des faits, est-ce qu'il y a des chiffres, non, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans la tête de... Voilà. Donc, évidemment, c'est complètement bidon sur le plan méthodologique, mais aujourd'hui, vous avez un chiffre dans la presse, 74% des Français pensent qu'effectivement, il y a... non, mais c'est pas ça la question qui est posée. Donc voilà, on est face à une manipulation qui permet de sortir un chiffre qui arrange le gouvernement, mais plus grave que ça, qui entretient la thèse du grand remplacement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ça que ça veut dire, la déclaration de M. Bayrou. Et une thèse du grand remplacement, il faut le rappeler, qui fédère toute l'extrême droite à l'échelle européenne. Dans tous les pays de l'Union européenne où l'extrême droite progresse, c'est cette thèse qui est leur fer de lance, et qui sert aussi de trait d'union entre les partis qui relèvent de l'extrême droite et les groupuscules violents qui s'en réclament et qui maintenant défilent dans nos rues. Alors quand je dis nos rues, pas trop ici dans la Circo, dans notre territoire, mais à Paris, à Lyon, etc. On voit maintenant régulièrement ce genre de manifestations. Le rôle d'un Premier ministre, pour moi, c'est de rétablir les faits. Alors, moi, je vais m'y employer, même si je ne suis pas Premier ministre. Non, il n'y a pas de submersion. D'abord, la France a toujours accueilli des étrangers, des migrations. On a connu des vagues d'Espagnols, d'Italiens, de Vietnamiens, etc. Ces 10 dernières années, la France a accueilli moins d'étrangers que l'Italie ou le Royaume-Uni et presque 3 fois moins que l'Allemagne. Donc, c'est quand même des chiffres à rappeler. Non, contrairement à ce que dit Bruno Retailleau, il n'est pas simple aujourd'hui en France d'obtenir des papiers, et en particulier par rapport à la circulaire qui vient de prendre sur la régularisation pour travail à titre exceptionnel. Donc ça, c'est ce qui existe. Figurez-vous que c'est déjà exceptionnel. C'est marqué dans le titre. Donc il n'y a pas besoin de faire une circulaire pour rappeler que quand c'est exceptionnel, puisque c'est déjà le cas, c'est déjà long, et c'est déjà compliqué et même contradictoire, puisque aujourd'hui, pour avoir ce titre exceptionnel, eh bien, il faut présenter des fiches de paye alors qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est déjà ça la situation des étrangers en France qui veulent obtenir une régularisation. La semaine dernière encore, dans une des permanences que je tiens, je recevais un médecin originaire du Congo. Il voudrait exercer. Il se trouve qu'on a besoin de médecins dans les hôpitaux. Il n'a pas reçu une offre d'emploi. Il a reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Non, l'immigration ne pèse pas sur notre économie, et ça, toutes les études sérieuses, c'est pas moi qui les ai faites, le montrent. En fait, les effets sont quasi nuls, suivant les périodes, suivant les pays. Ça fait monter la richesse nationale, le PIB, de plus 1%, ou le descendre de 1%. Bon, plus ou moins 1%, vous voyez que ça ne change pas grand-chose, donc c'est pas ça le sujet. Non, un étranger qui vient en France ne le fait pas pour profiter du système français, et notamment de l'aide médicale d'État. Là aussi, je vais rappeler quelques vérités. D'abord, seule la moitié des bénéficiaires potentiels de l'AME y ont recours. Ça pèse l'AME pour 0,5% des dépenses totales de sécurité sociale. Et puis, il faut quand même redire que ça repose sur un principe et de solidarité et de bon sens sanitaire. C'est-à-dire que ça sert à protéger l'ensemble de la population, parce que quand vous avez quelqu'un qui ait des papiers ou non, qu'il est malade et qu'il a une maladie transmissible, si vous ne le soignez pas, il va le transmettre à tout le monde. Donc c'est du bon sens que de soigner ces gens et d'éviter aussi que leur état ne s'aggrave. À la fin, ça finirait de toute façon par coûter plus cher. Donc la baisse de l'AME, qui a été votée malheureusement aujourd'hui dans la fameuse CMP sur le budget, eh bien on ne peut pas présenter ça comme une victoire et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Un étranger qui quitte son pays, c'est quand même rarement de gaieté de cœur. En général, c'est parce qu'il est obligé ou qu'il a le sentiment, lui aussi, d'être obligé de le faire, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, climatiques de plus en plus. Et quand il choisit la France, c'est quand même bien souvent parce qu'il parle français, et s'il parle français, c'est quand même bien souvent parce que la France avait colonisé son pays par le passé.
Voilà, donc il faut aussi rappeler ces évidences-là. Hier, j'assistais comme, je ne sais pas, c'est peut-être au moins la 10e fois depuis que j'ai été élu en 2022, à une cérémonie de naturalisation à la sous-préfecture de Torcy. Et c'est toujours un moment qui est super, où tout le monde a la banane en fait, parce que les gens, ils sont contents d'être arrivés au bout de leur parcours de naturalisation, ils sont hyper fiers de devenir français. Ils se sentent, ce sentiment de fierté est aussi beaucoup entretenu par le discours du sous-préfet qui leur dit qu'il est content de les accueillir dans la nationalité française, que la France ne fait pas de différence entre ses enfants, qu'on soit né ici ou qu'on soit devenu français, que notre devise c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'à partir du moment où on a la nationalité, on a les mêmes droits que tous. Et moi aussi j'ai la banane à chaque fois parce que c'est vraiment un chouette moment. On chante la Marseillaise ensemble et bon, même si on a les oreilles qui saignent un petit peu, on est quand même tous heureux d'avoir chanté ça ensemble. Donc je finis sur ce chapitre, mais je crois vraiment que M. Bayrou il commet une faute et une erreur politique parce que quand on va sur le terrain de l'extrême droite, ce n'est pas vrai qu'on la combat, même si parfois peut-être on peut penser le faire avec sincérité, on peut penser que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, mais on ne la combat pas, on valide ses thèses. Et la preuve a encore été faite l'année dernière, puisque, souvenez-vous, le gouvernement a fait passer une loi sur l'immigration en janvier 2024, avec les voix du Rassemblement national, qui a voté pour, donc ça veut dire que le RN était fondamentalement d'accord avec ce qu'il trouvait dans ce texte. Résultat, 6 mois après, aux européennes, c'est le Rassemblement national qui finit premier avec 30%, et la Macronie fait la moitié de ce score. Donc la preuve est faite qu'à la fin, les gens préfèrent toujours l'original à la copie. C'est donc sans état d'âme que je voterai pour la censure du gouvernement Bayrou, sans doute mercredi prochain. On aura l'occasion d'en discuter autour d'un pot de l'amitié tout à l'heure. Alors j'ai quand même à dire un mot de la circonscription. Parce que bon, je suis beaucoup à l'Assemblée, mais j'essaye d'être un peu quand même parmi vous. Revenir très rapidement sur 2024 et les Jeux olympiques et paralympiques. Bon, bah, globalement, ça s'est bien passé quand même. Et j'ai envie de dire tant mieux. L'année dernière, dans mes vœux, j'avais dit, bon, moi je suis un petit peu sceptique sur la pérennité de ce genre de grands événements, mais je préfère que ça se passe bien. Et le fait est que ça s'est bien passé et que je dois vous avouer que j'ai même été moi-même emporté à la fois par la cérémonie d'ouverture et puis même on a regardé des épreuves. Enfin voilà, je suis allé ici, on avait la chance d'avoir le site de Vers-sur-Marne, la base nautique. Alors j'ai pas pu aller aux épreuves olympiques, mais je me suis rattrapé avec les paralympiques en septembre. Bon bah la joie qu'on voit sur les photos, sur certaines photos qui sont exposées ce soir, je l'ai ressenti aussi et c'est tant mieux. Alors après cette belle fête populaire autour du sport d'élite, par contre, il faut qu'il y ait des suites pour le sport pour tous. Hein. Donc ça passe par le soutien aux associations. Là aussi, malheureusement, dans le budget, pour l'instant, le compte n'y est pas. Et puis, pour parler de la base de verre, j'ai encore reçu la semaine dernière des gens qui sont des usagers de la base de verre et qui s'inquiètent du fait des activités qu'on va pouvoir y faire et de leur accessibilité en termes de tarifs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer de garder un œil et d'interpeller notamment la région, puisque ces bases, en fait, elles sont normalement gérées par la région. Un petit mot sur les transports. Là aussi, le bilan a plutôt été bon sur les Jeux Olympiques. Moi, j'ai pris la navette pour aller à la base, ça se passe bien. Enfin, et puis tout le monde avait le sourire, donc c'est quand même plus sympa. Mais alors, pour le coup, ce qui reste dans la circo en difficulté, c'est plutôt, alors, c'est pas Logne, c'est plutôt la ligne P et E, donc ça concerne plutôt les gens qui fréquentent les gares de Chelles et de Vers-sur-Marne. Donc là, on a multiplié ces derniers temps les échanges avec les associations d'usagers. D'ailleurs, très au-delà de la circonscription, puisque la ligne P, en fait, elle va jusque dans l'est du département, et même elle va jusqu'à Ponthierry. Donc on a eu des échanges avec ces collectifs-là. On a rencontré le directeur des lignes PE au mois de janvier, et le rendez-vous va être pris là pour rencontrer SNCF Réseau, puisque le problème sur la ligne PE, c'est qu'il y a énormément de travaux. Alors, tout le monde a compris, moi je le dis, les associations d'usagers le disent aussi, évidemment qu'il faut faire des travaux, il faut entretenir ces lignes si on veut pouvoir continuer de les utiliser. Il n'y a pas de difficulté avec ça, avec le principe des travaux, mais il faut vraiment qu'il y ait davantage non seulement d'informations,
et de concertation sur le calendrier des travaux, parce que la vérité, c'est que quand vous êtes à Chelles ou à Vert, vous êtes un petit peu assigné à résidence, non seulement tous les soirs en semaine, il n'y a plus rien à partir de 22 h, on va dire, donc quand vous allez sur Paris, c'est un peu compliqué, et le week-end, et pareil, il y a plein de week-ends où il n'y a aucun transport. Alors si, il y a des bus de substitution, mais enfin, voilà, pour ceux qui les ont testés, évidemment, c'est plus le même voyage. Donc, concertation sur ce calendrier de travaux. Un mot sur le logement, évidemment, parce que ça reste le premier motif pour lequel on est interpellé dans la circonscription, alors que ce soit pour l'accès au logement social en particulier, le relogement, parce qu'on a des gens qui sont déjà logés, mais le logement est trop petit, etc. Des problèmes d'insalubrité, on a fait pas mal de visites chez des bailleurs, enfin dans des immeubles où vraiment on fait vivre les gens dans des conditions qui sont pas normales. Donc beaucoup de visites, beaucoup de permanences. J'en profite pour redire que vous pouvez prendre rendez-vous pour me voir. Il y a donc à la mairie de Logne, je suis accueilli une fois par mois, et pareil à la mairie de Chelles. Je précise que les autres ne m'ont pas dit non, c'est juste que je n'ai pas demandé. Mais on arrive déjà à faire, dans un agenda de député, quand vous arrivez à mettre 2 permanences par mois, c'est déjà bien. Donc on peut se voir à ce moment-là. Et en vérité, sur ces histoires de demande de logement et même de traitement des cas personnels, moi j'écoute beaucoup, mais ceux qui travaillent vraiment derrière pour que ça avance, ce sont mes collaboratrices, et en particulier en circonscription, c'est Pauline, Lorraine et Mélissa, qui est ma directrice de cabinet. Si vous pouvez les applaudir, parce que c'est quand même elles qui font le boulot. Et puisqu'on en est là, il y a également Marie qui m'aide sur le travail parlementaire, et Étienne qui, en ce moment, est en mission dans mon cabinet, donc on peut les applaudir aussi. Je ne ferais pas 1/10 de ce que je fais si je n'avais pas cette équipe formidable, et il n'y aurait rien qui avancerait en termes de demande individuelle. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me dire « merci pour mon logement, merci pour mes papiers, etc. » Je prends les remerciements, mais je les redistribue aussitôt. Ce n'est pas moi qui fais ce travail-là vraiment efficacement. Un dernier sujet, c'est la précarité, l'hébergement d'urgence en particulier. Donc là, on est aussi sollicité assez régulièrement, et là, je remercie surtout à la fois les services de l'État, la préfecture, la sous-préfecture, avec qui on a de très bonnes relations, les CCAS des communes, qui font déjà le travail, mais avec qui on essaye d'agir à leur côté, et les associations. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, et puis je risquerais d'en oublier, mais les associations que j'ai encore accueillies à ma permanence, je ne sais plus quand c'était, fin décembre, début janvier, bref, pour essayer de faire le point à la fois sur la situation de la précarité dans le secteur, et puis mettre un peu de fluidité dans tout ça, que chacun se connaisse, qu'on s'échange les numéros pour que ça se fasse vite et bien, et voir quels autres interlocuteurs on peut solliciter. Donc ça, voilà, c'est un des sujets sur lesquels, évidemment, on continuera de travailler jusqu'au bout de mon mandat. Je vais finir par remercier les participants du concours photo. J'espère que vous avez pris le temps, mais sinon vous pourrez le faire après, de visiter la petite exposition. Alors, on l'avait fait déjà l'an dernier. L'an dernier, je crois que le thème, on avait dit, c'est un regard sur ma ville. Donc la consigne, c'est toujours que la photo, elle était prise dans une des 7 communes de la circonscription. Alors l'année dernière, on avait eu beaucoup de photos, de paysages, de monuments, c'était très réussi. Cette année, on s'est dit, tiens, on aimerait bien qu'il y ait des gens un peu sur les photos aussi. Donc on a phosphoré, on a appelé ça instant partagé. Alors il y en a qui ont très bien compris enfin, c'est pas qu'ils ont bien compris la consigne, c'est qu'ils ont compris ce qu'on attendait. Mais la consigne était un peu floue, il faut le dire. Et en photo, le flou, c'est pas toujours réussi. Il faut qu'il soit artistique. Mais toutes les photos sont chouettes. Et moi, je pense qu'on continuera l'année prochaine. Je trouve ça très bien qu'on ait un concours comme celui-là. Donc nous, on est très contents du résultat. On espère que les participants apprécient la mise en valeur qu'on a essayé de faire. Et je leur annonce d'ores et déjà qu'ils ont tous gagné le concours. Et que le lot, c'est le même que l'année dernière. C'est d'aller visiter l'Assemblée avec le député un samedi matin. Donc il ne reste plus qu'à trouver la date ensemble. Je vais remercier à nouveau le groupe qui va prendre ma suite, Maher, Camille, Lucille et Clément, et je vous souhaite à nouveau de meilleurs vœux de réussite personnelle et collective.